Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Vandeput. Je travaille au sein de la direction réglementaire groupe d'Orange, qui est au secrétariat général. Et je suis directeur en charge des sujets réglementaires pour les réseaux fixes. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis à ce poste. Et j'ai eu l'opportunité, la chance dans mon passé, de travailler sur les sujets réglementaires, puisque j'ai longtemps travaillé à l'ARCEP, ainsi en charge de la réglementation des réseaux fixes, et de travailler également à Bercy dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit. Donc aujourd'hui, je propose d'aborder donc un sujet majeur pour le groupe, j'allais dire même le sujet de la décennie, puisqu'il a été on va dire, annoncé fin 2019 et qui va nous occuper jusque 2030, à savoir la fermeture du réseau cuivre. Donc sujet avec aux multiples impacts. Impact pour, en premier lieu pour Orange, opérateur historique du réseau cuivre. Impact pour la collectivité des opérateurs, clients de nos offres de gros. Impact pour les usagers, le grand public, les entreprises, les institutionnels. Impact pour les élus, puisque c'est un sujet avec un fort ancrage, une forte dimension au niveau local. Impact après pour les grandes institutions. Donc j'articulerai mon intervention en 4 temps. Premièrement, je rappellerai un peu les éléments de contexte qui ont conduit Orange en fait, à s'engager dans ce plan de fermeture de son réseau cuivre, depuis ce qui a précédé en quelque sorte l'annonce fin 2019 et les éléments de contexte. Dans un deuxième temps, je ferai peut-être un focus spécifique sur le cadre réglementaire que l'ARCEP a mis en place pour dans lequel vient s'inscrire la fermeture du réseau cuivre. Dans un troisième temps, je rentrerai dans le cœur du sujet en présentant le plan, comment il est aujourd'hui comment il était construit et comment il est intégré, mis en œuvre au sein d'Orange, comment tout cet édifice se met en place progressivement avec toutes les parties prenantes, les opérateurs, les élus, les collectivités, les institutionnels, les usagers. Et enfin, dans un dernier temps, je partagerai les premiers retours des expérimentations que l'on a pu faire dans quelques communes, les premiers enseignements, et les questions qui désormais sont devant nous. Voilà. Alors, premier temps, un peu pourquoi fermer le réseau cuivre question. Aujourd'hui, ça semble presque évident maintenant que le sujet soit à table depuis plus de 3 ans. Mais il faut savoir que la question a beaucoup... ça a été l'objet de beaucoup de discussions en interne, en pesant le pour, le contre, puisque pour Orange, réopérateur historique, on avait un réseau cuivre en place, de très bonne qualité, permettant d'apporter des services pour la quasi-totalité des habitants et des entreprises sur le territoire. On avait plus de 99,9% de couverture, pardon. Un réseau qui correctement exploité, avec encore à l'époque un nombre d'abonnés suffisant pour justifier son maintien, son exploitation, tant bien même, ça vous l'avez bien tous en tête, un réseau fibre, des réseaux fibres étaient en train d'être déployés en parallèle.
Néanmoins, je pense qu'en faisant un peu les calculs, en posant les maths, on se rendrait bien compte que la dynamique ne pouvait être qu'en faveur des réseaux fibres, et que le cuivre était donc une technologie déjà condamnée à l'époque. C'est pourquoi, à un moment, il a été convenu, décidé au sein d'Orange, d'engager l'entreprise en France vers la fermeture du réseau cuivre. Donc une fermeture planifiée, orchestrée, organisée, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc cette annonce, comme je l'avais dit en introduction, a été faite par celui qui était notre président-directeur général à l'époque, Stéphane Richard. C'était en novembre 2019. Donc c'était assez succinct dans sa formulation. C'était Orange s'engage pour fermer son réseau cuivre d'ici fin 2030. L'annonce était faite, il n'y avait plus que désormais à travailler, à construire ce plan, et en s'inscrivant bien entendu dans le cadre réglementaire qu'on va voir par la suite. Donc les éléments, les grands chiffres étaient les suivants. On avait donc un réseau cuivre disponible sur l'ensemble du territoire, un réseau cuivre qui, dans ses grandes heures, avait pu avoir jusqu'à 32 millions de lignes actives en service, de lignes cuivre actives en service, et qui à l'époque était désormais on était environ un peu plus de 20 millions, je pense. On avait déjà, en 22, 23, on était déjà engagé vers la migration. En parallèle, donc, des réseaux fibres qui se déploient. Là, aujourd'hui, selon les derniers chiffres de l'ARCEP qui ont été publiés la semaine dernière, donc la situation au fin du premier trimestre 2023, on était à 35,3 ou 35,4 millions de locaux raccordables. Donc ça, c'est à mettre en perspective, en relation par rapport à un total de locaux estimé par l'ARCEP, environ 43 millions. Donc les locaux au sens large, qui intègrent bien entendu donc les locaux résidentiels, les locaux à usage professionnel. Donc on a une pénétration, une couverture aujourd'hui des réseaux FTTH d'environ 82%. Mais là, un autre élément important, c'est surtout la rationalité économique derrière tout ça, c'est que les réseaux FTTH se déploient, mais comme vous savez, ça fonctionne et ça fonctionne bien, puisque il y a un intérêt du grand public, un intérêt des usagers, des entreprises, pour basculer vers la fibre. Et en fait, l'année dernière, 2022, on a eu le point de bascule entre le parc d'accès en cuivre et le parc d'accès en fibre. On a donc désormais plus de 50% des accès qui sont actifs, tous usages confondus, sur les réseaux fibres. C'est pour ça que la rationalité pour Orange, elle est vite vue. C'est à partir du moment où les réseaux FTTH se déploient, et on sait que si on s'inscrit au vu des engagements des opérateurs privés et des projets lancés par les collectivités, fin 2025, donc 2026, on aura la quasi-totalité des territoires qui seront déployés en fibre optique. Donc ça, c'est une réalité. Une deuxième réalité, c'est que quand la fibre est en place, la migration se fait. Au bout de 5 ans, après qu'une commune a été déployée en fibre optique, 80% naturellement, si les opérateurs travaillent dessus, mais 80% de la base, des accès actifs a basculé vers la fibre optique. Donc à partir de là, les abonnés qui restent sur le réseau cuivre, c'est les abonnés essentiellement des usages RTC, c'est certaines catégories de la population qui n'ont pas besoin d'avoir des accès très haut débit, et après des accès plus compliqués, des sites spécifiques pour des clients type Enedis, etc. Donc à partir de là, pour Orange, qui est
l'acteur du réseau cuivre, mais également le premier acteur des réseaux fibre optique, il n'y aura plus de sens à avoir deux réseaux en parallèle avec un réseau qui se vide. Donc soit Orange subit cette migration et in fine conserve ad vitam à un réseau au niveau duquel il n'y reste plus que quelques accès en service, ou soit Orange anticipe, et dans ce cas-là, planifie, orchestre la fermeture de manière à ce que, avec une date raisonnable, suffisamment partagée en amont avec l'ensemble des opérateurs, l'écosystème se met en place de manière à vider le réseau et à un moment basculer collectivement vers la fibre optique. Et c'est une rationalité économique, opérationnelle, environnementale également. Il y a quand même une certaine plus grande... Maintenant que c'est une des préoccupations majeures des élus et des particuliers, il y a quand même un intérêt à basculer vers la fibre qui est beaucoup plus efficace sur cet aspect-là. Et donc... Cette démarche en tant qu'opérateur de réseau cuivre, elle n'est d'ailleurs pas surprenante, je terminerai là-dessus pour cette première partie, quand on regarde chez nos voisins européens, puisque dans d'autres pays, il y a également des plans engagés par les opérateurs historiques. Je cite l'Espagne, la Norvège, la Suède, par exemple. Donc voilà pour poser le cadre. Rappeler le contexte. Maintenant, dans un deuxième temps, qu'en est-il du travail, du chantier engagé au niveau de l'ARCEP pour définir un cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la fermeture du réseau cuivre? Alors là, juste un petit rappel sur comment la régulation se met en place, en particulier pour les réseaux fixes. Il y a une logique consistant à ce que l'ARCEP redéfinit régulièrement, donc c'était tous les 3 ans, à terme ce sera tous les 5 ans, son cadre au travers d'un dispositif qui s'appelle l'analyse de marché, qui conduit après plusieurs échanges dans le cadre de consultations publiques avec l'ensemble des acteurs à prendre une décision imposant à l'opérateur considéré comme ayant une puissance sur un marché, une décision imposant des obligations d'ouverture de ce réseau à cet opérateur. Donc historiquement, c'est dans le cadre de l'analyse de marché que l'ARCEP a mis en place l'obligation pour Orange de donner accès à son réseau cuivre via le dégroupage de la boucle locale. Et donc ça, c'était avec des décisions, pour dire courageuses, mais s'inscrivant comme dans un cadre européen que Orange que Francécom à l'époque a été forcé d'ouvrir son réseau à la concurrence. Et je pense que vous avez bien en tête le fait que ça, vu de la dynamique du marché du DSL, que ça a été plutôt un succès, même le plus gros succès au niveau européen en termes de développement de la concurrence sur le réseau cuivre. Et donc en fait, ça c'est une particularité en gros de la situation en France, c'est que le dégroupage a été un succès. L'ARCEP a maintenu en fait ce cadre avec des obligations toujours plus structurées pour obliger Orange à ouvrir son réseau dans les meilleures conditions. Donc on a eu des opérateurs très présents, ce qui fait que la situation, à partir du moment où on s'est inscrit dans cette logique de fermeture du cuivre, prenait une dimension particulière, puisqu'il s'agit pour Orange non pas de fermer son propre réseau, mais aussi de fermer un réseau au niveau duquel plusieurs opérateurs sont aujourd'hui présents au travers du dégroupage pour proposer leurs offres à leurs abonnés. Donc en premier lieu desquels Free, IAD, SFR et Bouygues, en tout cas pour le secteur grand public, et l'ensemble des opérateurs spécifiques pour les offres à destination des entreprises. Donc c'est-à-dire que pour l'ARCEP, l'approche retenue, c'est de s'assurer que, à partir du moment où Orange s'engage à l'objectif de fermer son réseau cuivre, il s'agit qu'Orange puisse respecter un certain nombre de principes de manière à
à ce que les opérateurs clients de ces offres de gros, donc en premier lieu desquels l'offre de gros de dégroupage, puissent ne pas se retrouver piégés et puissent eux-mêmes s'inscrire dans une dynamique afin de basculer collectivement vers la fibre optique. Donc l'approche de l'ARCEP, ça a été d'encadrer en fait la fermeture du cuivre selon deux aspects. D'un côté, des délais de prévenance suffisamment longs pour que les opérateurs puissent anticiper, préparer la fermeture dans les zones concernées. Et dans un deuxième ensemble, des critères devant être respectés lorsqu'une fermeture est engagée. Alors là, je rentre un peu plus dans le détail. La fermeture quoi, du point de vue de l'ARCEP, tel que le cadre a été défini, c'est un premier jalon dit de fermeture commerciale. Donc en gros, dans une zone donnée, la fermeture commerciale, c'est le jalon à partir duquel il n'est plus possible d'avoir de nouveaux accès commercialisés sur le réseau, tant Orange pour ses propres offres de détail que les opérateurs tiers via les offres de gros. Donc ça, c'est le premier jalon fermeture commerciale. Et après, il y a un deuxième jalon qui est encadré par la régulation, c'est le jalon de fermeture technique. Donc c'est le jalon qui est la date butoir, le jalon au-delà duquel l'ensemble des accès qui étaient jusqu'alors commercialisés sont coupés, sont fermés, coupés, sont fermés. Donc le cadre réglementaire, après défini par l'ARCEP, il a été adopté fin 2020 et pour une période de 3 ans. Donc c'est, comme je dis, c'est des révisions du cycle d'analyse de marché. Donc ça a été adopté fin 2020 pour la période 2021-2023. Donc ça, c'est-à-dire que quand l'annonce d'Orange ayant été faite fin 2019, tout le travail en amont entre Orange, l'ARCEP et les principaux opérateurs a été conduit au cours de l'année 2020 dans le cadre d'échanges bilatéraux et surtout dans le cadre de consultations publiques conduites par l'ARCEP. Donc ça a permis à Orange, in fine, de pouvoir guider l'ARCEP vers, compte tenu du travail qui avait été fait en amont, vers un cadre qui, globalement, ait été considéré comme suffisamment satisfaisant pour permettre vraiment à Orange de construire son plan. Quand on regarde maintenant les critères qui ont été définis par l'ARCEP pour encadrer ces jalons, globalement, pour les délais de prévenance, on avait 36 mois, 3 ans de prévenance avant la fermeture commerciale, puis 36 mois ou la fermeture technique d'une zone donnée. Donc une zone au final, c'est une commune. En tout cas, c'est comme ça que le plan a été construit, on pourrait y revenir. Et pour les critères tels qu'ils ont été définis à l'époque, l'ARCEP avait défini des critères en termes de couverture FTTH, des réseaux FTTH, et des critères en termes de disponibilité des offres, en particulier des offres de gros, et de manière à ce qu'une commune puisse, une commune puisse passer le jalon de fermeture commerciale. Alors en termes de couverture FTTH, donc ça c'était le point qui avait été considéré à l'époque comme le moins satisfaisant, ou en tout cas qui a été accepté au début, mais avec l'espoir que ça bouge, c'est que dans une approche assez conservatrice, mais compte tenu du fait qu'on était tout au début, a été défini un critère assez absolutiste, à savoir
une commune peut passer le jalon de fermeture commerciale qu'à partir du moment où 100% des locaux de la zone, de la commune, sont raccordables au FTTH. Donc, dès l'époque, on savait que c'était compliqué. Maintenant, les expérimentations, on va revenir, ont montré qu'il fallait nécessairement pouvoir introduire un peu de souplesse. Heureusement, je pense qu'on est sur cette voie. S'agissant des offres, des offres, de la disponibilité d'offres de gros, un focus particulier avait été fait par l'ARCEP déjà à l'époque sur le fait que non seulement il devait y avoir des offres de gros disponibles pour le grand public, mais disons que dès qu'il y a des réseaux FTTH, c'est bien le cas, mais il devait également y avoir des offres de gros adaptées pour permettre la migration des offres existantes sur le réseau cuivre à destination des entreprises, type SDSL, vers des offres adaptées sur le réseau FTTH. Donc ça, c'était un peu ces principes qui prévalent toujours aujourd'hui, mais sur lesquels il y a encore du travail qui reste à faire. Donc, globalement, le cadre a été défini fin 2020. Il est en place depuis début 2021. Voilà, donc c'est la période 2021-2023. Et en fait, on est aujourd'hui déjà dans une phase de révision du cadre pour le prochain cycle qui sera 2024-2028. Donc là, l'ARCEP a remis en consultation publique ses projets de décision, sa façon d'appréhender la fermeture du réseau cuivre. Je pense fort de l'expérience des retours, des consultations publiques passées, des expérimentations sur le terrain. Il y a pas mal d'éléments qui vont évoluer, mais on reste bien sur ces mêmes principes. Donc il va y avoir un peu de souplesse sur les délais de prévenance, de manière à mieux coller par rapport à ce que la dynamique du plan tel qu'engagé par Orange. Et ça c'est un point notable et très important pour que ça puisse, en quelque sorte, pour que le plan puisse rentrer dans une phase industrielle, il y a un peu de souplesse envisagée sur ces fameux critères. Donc là, ce qui est aujourd'hui mis en consultation publique, et normalement, on espère, sera adopté à la fin de l'année, c'est un 100% raccordal sauf exception, avec des exceptions permettant d'encadrer toutes les situations un peu compliquées que l'on rencontre sur le terrain. Par exemple, des cas où il n'a pas été possible de déployer la fibre pour cause d'un refus de propriétaire, syndic, ou des cas des logements plus compliqués, plus isolés, sur lesquels on peut accepter soit d'avoir la fibre un peu plus tard, soit d'avoir recours à des technologies alternatives type 4G, satellite, etc. Donc voici pour un peu de cadre. Donc désormais, qu'est-ce qu'on fait avec ce cadre? Qu'en est-il? Donc troisième partie du plan d'Orange. Comme j'ai dit, c'est le plan, en fait, il y a une sorte de co-construction, mais c'est un peu fait dans la même période entre en 2020 l'élaboration du cadre qui a conduit à l'adoption par l'ARCEP de ses décisions fin 2020 et le travail en interne par Orange pour aboutir à son plan de fermeture du réseau cuivre. Donc ce plan a été confié à une équipe dédiée au sein de la direction réseau d'Orange France, qui est dirigée par Muriel Germa. Peut-être que certains d'entre vous ont pu travailler avec elle, la connaissent. Et aujourd'hui, c'est elle qui anime toute cette équipe, mais une équipe restreinte qui, en fait, au sein d'Orange, interagit avec l'ensemble des entités. Puisqu'Orange, en fait, est un opérateur intégré, un opérateur verticalement intégré, mais qui se retrouve, en tout cas, dans l'approche, au vu de quand il s'agit de mettre en œuvre le plan, avoir plusieurs casquettes. Donc Orange et l'opérateur historique, donc l'opérateur cuivre, mais Orange se retrouve, en tout cas sur 50% de la population, opérateur d'infrastructures FTTH, OI-FTTH, et Orange est également opérateur commercial, donc présent sur le marché de détail. Donc c'est-à-dire que le plan, c'est le plan de l'opérateur cuivre. L'opérateur cuivre qui interagit avec les OI,
dont Orange OI-FTTH, et qui interagit avec les OC, dont les branches de détail GP et entreprises d'Orange. Donc là, ce que je présente, c'est bien le plan tel qu'il a été construit, en s'inscrivant dans le cadre défini par l'ARCEP, avec, je pense que ça c'est un des points importants, hein, le souci de bien respecter cette obligation de transparence qui a été imposée par l'ARCEP, et cette obligation de non-discrimination, à savoir un traitement équivalent entre les différents OI. Il convient de ne pas privilégier l'OI Orange par rapport aux OI tiers, et de la même manière de ne pas privilégier l'OC Orange par rapport aux OC tiers. Donc la logique globale du plan d'Orange, l'organisation du plan, c'est 2 phases. Une première phase 2021 jusqu'à fin 2025, début 2026, et une seconde phase, un an de début 2026 à fin 2030. Première phase, qu'on appelle phase d'apprentissage, caractérisée par des expérimentations, on va y revenir, et le lancement de premiers lots. Alors ce qu'on appelle lot de fermeture, c'est la logique, c'est d'avoir des millésimes, des lots annuels, à savoir des ensembles de communes qu'on va fermer à une date donnée. Et la phase plus industrielle, cette seconde phase de vidage de réseau, avec là passage à dimension supérieure en termes de volume, de manière à ce que, fin 2030, il n'y ait plus d'accès cuivre en service sur le réseau, et que l'on puisse considérer comme le réseau comme fermé. Alors, un point important, c'est qu'il y a également, une fois qu'on a passé la fermeture commerciale et la fermeture technique dans une commune donnée, il y a une phase de dépose du réseau. Donc ça, elle sera mise en œuvre par Orange au fur et à mesure que des communes vont basculer en fermeture technique. Maintenant, elle a moins d'impact avec les autres parties prenantes. Elle n'est pas directement en lien avec elle ne répond pas aux obligations réglementaires. Elle sera gérée par Orange en propre. Donc, l'organisation générale en 2 phases. Maintenant, comme je disais, le point essentiel, c'est d'avoir un fonctionnement pour la mise en œuvre du plan, un fonctionnement en lot annuel de fermeture. C'est-à-dire que là, ce qui est envisagé, c'est que sur toute la période, toute la décennie du plan, d'avoir chaque année un lot de communes qui sera fermé. Donc là, compte tenu des délais de prévenance imposés par l'ARCEP, donc là j'évoquais 36 mois avant une fermeture technique, ça nécessite que, par exemple, à l'année en 2023, on annonce les communes fermées en 2026. Alors ça, c'est un peu en théorie, sachant que la phase d'apprentissage, toute cette première phase du plan, on a obtenu de l'ARCEP des dérogations par rapport à ces délais. Donc on a des délais de prévenance raccourcis, mais en même temps, c'est lié au fait que les volumes sont moindres. Donc disons que c'est surtout pour les lots de fermeture les communes qui vont être fermées en 2027, 28, 29 et 30, qu'on va avoir vraiment cette organisation avec des lots, avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de communes par lot, sachant que les dernières phases, ça va être des lots regroupant jusqu'à 25% de locaux au niveau national. On a un point important, et j'ai oublié de le mentionner, c'est pourquoi avoir une phase avant 2025-26 et une autre phase après 25-26. C'est que cette fin 2025, c'est une date charnière.
C'est une phase, c'est une date, pardon, pivot au sens où c'est l'objectif qui a été défini au niveau national du plan France Très Haut Débit pour atteindre la quasi-complétude des réseaux FTTH sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que fin 2025, on estime que l'ensemble des communes seront, sauf exception, parce on sait qu'on en aura, parce que même des déploiements qui ne sont pas partout engagés sur le territoire, mais globalement, sauf exception, l'ensemble des communes seront concernées avec un déploiement quasi complet des réseaux FTTH. C'est pour ça que, en gros, Orange a construit son plan de manière à ce que post-2025-26, on puisse avoir une phase vraiment beaucoup plus rythmée, ambitieuse, phase industrielle de vidage du réseau. Et en particulier, aujourd'hui est connue une date, c'est que fin janvier 2026, donc c'était justement choisi en corrélation avec la fin du déploiement FTTH. Orange a annoncé que fin janvier 2026, il y aura la fermeture commerciale au niveau national de l'ensemble des services sur le réseau cuivre. C'est-à-dire qu'à partir de fin janvier 2026, il ne sera plus possible de commander un accès cuivre, que ce soit au niveau des branches de détail d'Orange que au travers des offres de gros, donc des groupages et les offres VGA, les offres SDSL, etc. Donc c'est-à-dire que pour les premiers lots de fermeture, ceux qui sont d'ores et déjà engagés, je vais y revenir, il y a des fermetures commerciales locales, spécifiques qui ont été annoncées. En revanche, pour les lots de fermeture plus postérieure, donc de la phase de vidage 27, 28, 29, 30, la fermeture aura été actée en une seule fois sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose qui a été considéré comme plus simple à mettre en œuvre, avec toujours pour objectif que comme idée que ayant pour objectif de vider à terme le réseau, et qu'on venait à un moment d'arrêter de le remplir. D'où l'intérêt d'avoir cette fermeture commerciale avant. Alors, on a, pour cette phase d'apprentissage, on a à date deux expérimentations qui sont finalisées. Donc il y avait une première expérimentation à Lévis-Saint-Nom, dans les Yvelines, petite commune où il y avait 700 locaux. Il y a une deuxième phase d'expérimentation, ça c'est avec fermeture commerciale en fin mars 2022 et fermeture technique fin mars 2023, donc c'est tout récent, sur 6 communes. Il y avait 4 communes dans les Ardennes et une commune à Provins dans le nord et une commune aussi dans les Yvelines, voisins de Bretonneux. Et il y a une expérimentation qui a été engagée là dans des communes plus denses, qui font même partie des zones très denses telles que définies par l'ARCEP, au cœur de la ville de Rennes et à Vanves, dans le 92. Donc ça, c'est des expérimentations. À chaque fois, c'est un nombre très, très limité de communes. Et il y a par ailleurs des lots de fermeture déjà engagés, donc annoncés en tout cas. Donc il y a un premier lot de fermeture technique qui concerne un peu plus d'une centaine de communes pour 200 000 locaux. Quand je parle de locaux, c'est locaux au sens large, ce n'est pas des paires en service, mais qui a été annoncé en fin d'année dernière avec une fermeture commerciale en janvier 2024, fermeture technique en janvier 2025. Et il y a un deuxième lot de fermeture là, qui est sur le point d'être annoncé, ou peut-être ça l'a déjà été, qui concerne là pour plus de communes. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de communes. On est à 900 000 locaux. Et avec, là, on est un an de décalage, un an plus tard. Donc ça va nous amener fermeture commerciale fin 2024.
ça, qui est fermeture technique fin 2026. Et après, on est en train de préparer un troisième lot de fermeture qui devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Et and so far and so on, on aura chaque année. En gros, là au début, on est sur des périodes avec des délais de prévenance un peu raccourcis, parce qu'il fallait à un moment attendre que le plan soit stabilisé avant de pouvoir enclencher, se mettre vraiment dans la mise en œuvre du plan. Mais après, ça veut dire que cette même année, on aura eu 3 annonces, puis après, on va respecter une annonce annuelle avec Donc un point important, dans la mise en œuvre du plan, c'est le fait que, je vais dire, on peut dire comme ça, il y a une logique de co-construction qui est un peu au cœur de la dynamique de fermeture, au sens où, tel que Orange a construit son plan, Orange ne fait pas complètement son plan, son coin, mais en revanche, Orange essaie au maximum de partager en amont avec les différentes parties prenantes les zones identifiées comme pouvant potentiellement être fermées avant que celles-ci soient inscrites, soient officialisées dans un lot de fermeture. Et c'est pour ça qu'il y a, et ça c'était un point très important, identifié en amont lors des phases d'échange sur le plan, et qui a été demandé par l'ARCEP, c'est qu'on puisse avoir des phases d'échange préalables avant toute annonce d'un lot de fermeture d'une liste de communes. Donc, par exemple, pour le deuxième lot de fermeture là, qui vient d'être officialisé, il y a une phase d'échange préalable avec les différentes parties prenantes qui s'est tenue durant 6 semaines en janvier et février. Donc ça a permis sur l'ensemble de communes qui avaient été initialement identifiées par Orange, hein, c'est un travail qui est fait au niveau local des différentes directions régionales, que ça a permis aux différentes parties prenantes, que ce soit les opérateurs, les opérateurs FTTH, des zones concernées, les OIF, parce que quelquefois les opérateurs de RIP, de collectivité, mais également les opérateurs commerciaux, et surtout les élus, les maires, les syndicats mixtes en charge du déploiement de fibre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, sur les listes de communes identifiées comme d'un lot à fermer, de pouvoir identifier les communes qui, selon eux, présentaient des difficultés. Et ça, cette phase, je pense que, au vu de l'expérience, donc pour le premier lot et pour ce deuxième lot qui s'est passé en début d'année, est très importante puisque on est certain qu'après que chacun a pu s'exprimer, le lot définitif et officialisé pour la fermeture se fait dans les meilleures conditions. Et ainsi, par exemple, pour le troisième lot de fermeture technique, qui va se passer encore avec 1 an de décalage, on vient de partager avec l'ensemble des opérateurs, là, plus d'1 millier de communes, il y a 2 millions de locaux identifiés comme pouvant être fermés. Donc nécessairement on fait un peu de surbooking parce qu'on sait qu'il y aura des communes pour lesquelles on va avoir des retours négatifs, soit parce qu'on estime que la fibre ne sera pas suffisamment déployée au moment de la fermeture commerciale, soit parce qu'on estime qu'il y a peut-être d'autres difficultés qu'on n'aurait pas pu identifier. Très parfait. Donc voilà. Donc ça, c'est un point important de cette phase de concertation. Maintenant, ce qui est au cœur du plan et un point déterminant, c'est le fait que le plan d'Orange, c'est pas ce que je dis au début, on ne fait pas un plan solo qu'Orange fait dans son coin. C'est avant tout la fermeture du réseau cuivre est un enjeu collectif dont la réussite ne passe qu'avec
l'action des différentes parties prenantes, que ce soit en premier lieu les opérateurs d'infrastructures, les OIFTTH, puisqu'il faut pouvoir avoir préalablement déployé la fibre optique dans une commune avant de pouvoir avoir la fermeture commerciale de la zone. Là, également les opérateurs commerciaux qui, eux, sont mis à rude épreuve dès lors qu'un lot de fermeture technique est lancé, puisqu'il faut que l'ensemble des opérateurs commerciaux puissent avoir migré leurs accès du réseau cuivre vers les réseaux FTTH et éventuellement vers les solutions alternatives avant la fermeture technique. Également, une partie prenante, les élus, les collectivités, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, puisque ce sont eux les relais locaux pour s'assurer que l'ensemble des usagers puissent avoir la bonne information. Et donc les maires multiplient les différentes assemblées pour avertir leurs administrés et font tout ce qu'il faut en termes d'information, de tractage, etc. Il y a également une partie prenante, maintenant c'est plus au niveau national, l'État, différents acteurs institutionnels, donc l'État, la DGE. Là, ce qu'on s'est rendu, on a pu se rendre compte de la nécessité que pour que ça puisse bien se passer sur le terrain, d'avoir, en plus d'accompagnement au niveau local, d'une communication au niveau national. C'est vrai que là, il y a tout un travail qui est fait pour avoir quelque chose de plus institutionnel, avec un papier en tête Marianne pour aider les opérateurs à engager l'immigration. La Fédération française Télécom a travaillé également pour aider à la mise en œuvre du plan avec un kit de communication à l'intention des opérateurs. Et après, bien entendu, l'ARCEP qui pose le cadre permettant de mettre en œuvre le plan. Donc, de ces conclusions, ce que l'on peut avoir comme premiers enseignements de ces expérimentations, c'est que globalement, alors c'était que sur 7 communes en tout, c'est que globalement, la fermeture s'est bien passée dans les zones concernées, mais c'est-à-dire parce que il y a une attention particulière et un travail assidu au niveau local. C'est pour que ça puisse fonctionner, ce qui est très important, enseignement, c'est qu'il est nécessaire d'avoir vraiment une gouvernance au niveau local, associant l'ensemble des parties prenantes, des OI et des OC. C'est vraiment au niveau local que la migration se fait. Les OI pour câbler la fibre et les OC pour migrer. Qu'il puisse y avoir également un relais, une gouvernance au niveau national. Donc ça, l'ARCEP a mis en place des différents groupes de travail. Orange, avec notre branche wholesale, on travaille avec les OI, on travaille avec les OC. Tout ça est en train en fait, de se coordonner, de s'institutionnaliser avec les différentes phases lancées. Et enfin, l'importance de la donnée, de l'information, et ça c'est un point d'attention vraiment majeur de la part du régulateur. Donc là on y travaille, on sait que beaucoup d'exigences ont été posées, mais on sait que la donnée est au cœur de l'information, que ce soit les zones, la formation à l'adresse, la formation à la zone fibrée, les informations sur là où il pourrait y avoir des difficultés. Voilà. Donc en conclusion, c'est un enjeu collectif, ce sera un succès collectif. Orange joue ce rôle un peu de chef d'orchestre, Orange Cuivre en tout cas, et avec tout un ensemble composé de musiciens où chacun a sa partition à jouer. Je pense que un beau défi s'ouvre à nous. On espère en tout cas que l'ensemble des opérateurs et des acteurs seront au rendez-vous. Merci.